Je parlais d'une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour, il y a du terrorisme, et vous parlez beaucoup de littérature, je trouve, dans ce livre. Oui. Bon, un peu toujours, hein, si vous examinez tous mes livres, ce sont... Ouais. C'est-à-dire que, en même temps, j'écris avec tout mon vécu, et dans mon Ouais. vécu, il y a énormément de livres. Donc je ne vois pas pourquoi je n'insérerais pas dans ce vécu toutes les pensées qui m'ont été inspirées par d'autres écrivains. Vous dites que tout lecteur, vous écrivez, que tout lecteur devrait recopier les textes qu'il aime, rien de tel pour comprendre en quoi ils sont admirables. La lecture trop rapide ne permet pas de découvrir ce que cache cette simplicité. Et là, vous disiez tout à l'heure que la personne handicapée, vous étiez l'écrivain handicapé, et moi j'ai eu plutôt l'impression de vous retrouver là, parce que votre style est un style direct, travaillé mais simple, épuré, voilà. Oui. Et que dans cette simplicité, il y a un millier de fils à tirer. Vous me faites très plaisir, je serais culottée de dire mais oui, vous avez tout à fait raison, vous avez tout compris. Donc je préfère dire que... Ça me fait plaisir si vous me dites que j'ai compris. Mais c'est la littérature, c'est aussi ça, c'est aussi quand vous dites recopier des textes pour bien comprendre, on peut s'arrêter sur une phrase, vous le faites, vous, quand vous lisez? Tout le temps. Tout le temps. Je n'imagine pas un quart de seconde qu'on puisse devenir écrivain si on n'est pas d'abord lecteur et si on n'est pas d'abord surtout admirateur. Ouais. La littérature, comme toute forme d'art, commence par l'admiration. Pourquoi vouloir devenir écrivain si on n'a pas follement admiré certains textes? Vous aimez la musique, vous en aimez les mots. Comment est-ce que vous la vivez, cette littérature? Bon, c'est vrai que j'aime la musique plus que la littérature. Ça, c'est quand même mon premier échec. Je n'ai pas pu choisir mon talent. Si j'avais pu choisir mon talent, vous auriez été musicien? J'aurais été compositeur. Malheureusement, on ne m'a pas demandé mon avis. Et j'aurais été totalement incapable de faire la moindre composition musicale. Oui. Mais heureusement, il y a la littérature qui... Bon, que je place... C'est une musique. C'est aussi de la musique. C'est quand même moins grand que la musique. C'est déjà... La musique a cette formidable que c'est immédiat. La littérature, il y a déjà un biais, c'est déjà une interprétation. Donc, mais c'est vrai qu'en écrivant mes livres, je fais quand même la musique que je peux. Et le sentiment de faire de la musique, quand même, m'apporte beaucoup. Vous l'entendez, vous, la musique de vos livres, quand vous Je l'entends. Je ne prétends pas qu'elle soit phénoménale, mais je l'entends. Parce que, par exemple, ici, il y a un passage où nos trois personnages vont prendre des champignons hallucinogènes, et la musique du livre change à ce moment-là. C'est la ponctuation qui donne la musique. C'est-à-dire qu'on rentre dans le trip. Il faut traduire en mots l'état hallucinogène, le trip. Forcément, ça donne un autre langage. Je ne suis pas la première à avoir traité du psychédélisme en littérature. Mais j'ai vraiment voulu... Bon, il y a eu d'illustres devanciers. Il y a Aldous Huxley qui a écrit un livre absolument sublime qui s'appelle Les portes de la perception. Mais lui, il a procédé autrement. Il n'a pas voulu reproduire cette espèce de style haletant et complètement délié. Lui, c'est une réflexion sur l'état psychédélique. Bon, moi, je ne sais pas si c'est une réflexion. J'ai vraiment voulu que le texte fasse le même effet au lecteur, et par le fait même à l'auteur, que le trip. Ça, c'est dans le travail. Ça a été le travail de la ponctuation, du rythme de la phrase. Et c'est là où je parlais d'une musique qui, finalement, n'est pas la même que quand il est dans l'avion, quand il se raconte. Voilà. Oui. Vous écrivez, vous ne lisez pas vos ouvrages à haute voix? Vous avez la musique dans la tête? J'ai la musique dans la tête, et c'est justement la raison pour laquelle je ne peux pas lire mes ouvrages à haute voix, parce que je suis incapable de reproduire cette musique avec ma voix. Donc quand je lis mes textes, j'ai l'impression de démolir la musique que j'entends, moi, quand je lis de façon silencieuse dans ma tête mon texte. C'est très embêtant. Par exemple, les Allemands m'en veulent à mort, parce qu'en Allemagne, un écrivain qui se respecte doit lire ses textes à haute voix. C'est un passage obligé pour tout écrivain en Allemagne. D'accord. Raison pour laquelle je refuse 100% des invitations allemandes. Alors les Allemands... Parce qu'ils vous demanderaient de lire. Parce qu'ils ne conçoivent pas qu'un écrivain ne lise pas. Donc les Allemands pensent que je me fiche d'eux, ce qui n'est pas du tout le cas. Je tiens à préciser, s'il y a des Allemands dans la salle, je ne me fiche pas du tout des Allemands. C'est simplement que je ne parviens pas à faire... Enfin, c'est pire que ça, je parviens à le faire, mais c'est ridicule. J'ai l'impression de lire une partition en
en parlant comme ça, quoi. Donc oui, sans la chanter, sans lui donner le rythme, grotesque, sans le... oui. Ce passage de champignons hallucinogènes, c'est une scène qui était prévue dès le début. Non, mais absolument pas. C'était un petit peu le chaînon manquant. ouais. Parce que je savais ce que j'écrivais, je savais que c'était un amoureux déçu qui allait détourner un avion. Et ça me paraissait évident, mais en même temps, je me disais, oui, ça te paraît évident à toi, mais rends-toi compte que cette causalité n'est pas flagrante pour tout le monde. Ça ne va pas de soi qu'une déception amoureuse entraîne le besoin de démolir la Tour Eiffel avec un Boeing 747. Donc, quelle est la causalité qui manque? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça va tellement de soi et que pour les autres, ça n'irait pas forcément de soi-même? Et je me suis dit, ah, ça doit être la consommation des légumes. Oui, des légumes, des champignons, oui. Avec des baobabs qui arrivent, oui. avec des lacs bleutés. Oui. Vous l'avez écrit, je me demandais, vous l'avez écrite pas d'une traite, mais vous l'avez écrite assez rapidement, ce passage-là, parce que... Le passage psychédélique en un seul jour. Oui, on ne pouvait pas s'arrêter. Voilà. Il fallait que je sois, oui. pas sous influence, je vous rassure, c'est pas possible. Non, mais l'empathie avec... Mais que je recrée oui. dans mon esprit cet état-là. C'est pas tellement facile de recréer. Et on peut pas être comme ça tout le temps. Imaginez que je vienne ici dans cet état-là. Ça veut dire qu'il faut lâcher, mais moi je me suis posé la question. Donc soit elle écrit sous champignon. Impossible. Impossible. On peut même pas tenir le stylo, ça ne marche pas. Alors, donc ça veut dire que vous rentrez dans un état très particulier à ce moment-là. Oui, il faut vraiment, c'est faire vraiment de l'autosuggestion. Et ça laisse d'ailleurs rêveur, parce que c'est complètement permis par la loi, donc ça veut dire qu'on peut, de façon autorisée, sans rien consommer. Sans rien consommer du tout, se mettre en état, se mettre high. Ouais. Il faut une concentration particulière. Il faut une concentration particulière. Ouais. Vous l'avez écrit comme d'habitude, au petit matin J'ai suivi le règlement habituel, mais bon, à un moment, j'ai dit, bon, maintenant, tu es prête, allez, tu sautes, tu le fais. Pourquoi vous avez choisi celui-ci, livre, cette année, par rapport aux deux autres que vous avez écrits, c'est ça? 3,7. 3,7. Pourquoi ce bébé-là? Je ne peux pas vous dire, ça a été une évidence. Il y en avait d'autres, et au moment de l'écriture, je ne savais rien du tout, bien sûr, mais quand je les ai relus, je ne sais pas, est-ce que c'était parce que c'était l'hiver, est-ce que parce que j'avais très froid en le relisant, je me disais, oui, ce livre parle de choses essentielles, parce que je meurs de froid, il n'y a rien de plus important que ça. Enfin, ça m'a paru aller de soi. Ouais. La Tour Eiffel... La Tour Eiffel est présente, on a une explication assez extraordinaire de la raison pour laquelle elle ressemble à une Tour Eiffel. Purement fantasmatique. Oui, ça je veux. Oui. Mais c'est un machin qui vous est passé dans la tête? C'est quelque chose que vous aviez déjà anticipé Écoutez, quand je suis arrivée à Paris en 92, comme tout touriste qui se respecte, j'ai vu la Tour Eiffel. Et la première chose que j'ai pensé, peut-être par narcissisme, c'est que c'était une lettre A. Elle vous accueillait? Et que c'était sûrement Gustave Eiffel qui avait été amoureux d'une Amélie. Oui. Et j'ai tenu à ma mythologie. Ouais, vous l'avez donc mis sur papier, la mythologie. Oui. Il y a beaucoup d'humour en fait, parce que ça c'est de l'humour, mais il y en a beaucoup dans le livre. Il y a plein de passages. Alors pour tous ceux qui l'ont lu, il y a le passage de la traduction d'Homère, donc par... C'est un passage autobiographique, ça. La traduction d'Homère. C'est-à-dire que vous avez essayé, vous, à 14-15 ans À 15 ans, j'ai fait exactement comme Zoïle. Je me suis isolée pendant 10 jours avec le texte grec et mon dictionnaire, avec l'intention très sérieuse de tout retraduire. Oui. Donc, je n'ai pas pu retraduire plus de la moitié de l'Iliade, parce qu'il faut voir le volume aussi. Mais ce qui compte, c'est surtout d'avoir eu cette intention, mais complètement au premier degré. Je vais m'isoler du reste des humains, et je vais me mesurer au texte. Vraiment, c'était à la fois un duel et une histoire d'amour. J'allais posséder le texte, j'allais voir qui était le plus fort de lui ou de moi, mais j'allais aussi souverainement l'aimer, parce que traduire, on parlait de la lecture tout à l'heure et du fait de recopier les textes qu'on admire, c'est déjà quelque chose, mais traduire un texte, ça c'est certainement la relation la plus forte que l'on puisse avoir avec un texte qu'on admire. Quand on traduit, on est écrivain. Oui, et puis on est l'amant du texte, on fait l'amour avec le texte, là. Et avec des textes qui parfois ne le veulent pas, donc vous imaginez... C'était le cas de l'Iliade. C'est-à-dire les textes en langue morte sont les textes les plus formidables, parce que c'est ceux qui résistent le plus fort, donc c'est avec eux que l'acte
est le plus violent. Vous continuez à lire du latin et du grec Non, maintenant je fais plutôt du japonais. D'accord. Oui. Hein, c'est beaucoup de boulot, le japonais. Ça n'arrête jamais. Oui. Il faut tout le temps apprendre. Oui, de toute façon, je tiens tout de suite à préciser, c'est une langue que je n'ai jamais pu écrire ni lire, malheureusement. Mais donc vous la parlez, vous la faites à l'oral. Je l'ai très bien parlé. Je sais mon japonais est toujours là. Malheureusement, je ne peux pas le pratiquer autant que je le voudrais. Je parlais d'humour et je parlais de la traduction d'Homère parce que Zoïl a de l'inspiration quand il fait pipi. C'est-à-dire que la circulation... Ouais. Et qu'il marche, donc. Hein. C'est ça. D'abord, déjà, ça suppose qu'on se déplace. Exactement. Donc le fait de se déplacer aux toilettes active la machine. Bon, le fait de se retrouver un tube, je parle beaucoup de tubes dans mes livres, le fait de se retrouver à l'état de tube favorise la pensée et la circulation intellectuelle, oui, certainement. Mais on a tous observé ce phénomène. Est-ce que ce n'est pas à ces moments-là qu'on a ces plus brillantes pensées? Si, quand on conduit, quand on est comme ça. Et l'humour, est-ce que c'est difficile à manier? Est-ce que c'est un état d'esprit chez vous quand vous écrivez? Je donne un autre exemple. Une phrase que j'ai relevée, le bad trip est cet exercice de lucidité qui nous révèle l'enfer contenu dans la cravate de l'usager du métro. Et c'est vrai que quand on est dans le métro, on peut se laisser aller à divaguer sur une cravate. Oui, et là aussi, même sans aucune substance, une cravate peut suffire. Oui. Si on est face à quelqu'un qui a vraiment une cravate très moche, on peut s'hypnotiser dans la cravate. Sauf que là, vous le mettez en quelques phrases, même pas phrases, une phrase, en quelques mots, et que ça arrive et que c'est bourré d'humour finalement, c'est truffé d'humour. Il y en a des tonnes, hein, je pense. Mais en même temps, ça me fait très plaisir que ce soit drôle, mais en même temps, on peut prendre ça très au sérieux parce que je vous assure qu'on peut vivre l'expérience de l'enfer par la contemplation d'une cravate dans un métro. Ah oui. Oui. Et c'est une expérience qu'il faut avoir vécue. Zoïl a de l'inspiration quand il fait pipi. C'est-à-dire que la circulation... Et qu'il marche, donc. Hein. C'est ça. D'abord, déjà, ça suppose qu'on se déplace. Exactement. Donc le fait de se déplacer aux toilettes active la machine. Bon, le fait de se retrouver un tube, je parle beaucoup de tubes dans mes livres, le fait de se retrouver à l'état de tube... favorise la pensée et la circulation intellectuelle, oui, certainement. Mais on a tous observé ce phénomène. Est-ce que ce n'est pas à ces moments-là qu'on a ces plus brillantes pensées? Si, quand on conduit, quand on est comme ça. Et l'humour, est-ce que c'est difficile à manier? Est-ce que c'est un état d'esprit chez vous quand vous écrivez? Je donne un autre exemple. Une phrase que j'ai relevée, le bad trip est cet exercice de lucidité qui nous révèle l'enfer contenu dans la cravate de l'usager du métro. Et c'est vrai que quand on est dans le métro, on peut se laisser aller à divaguer sur une cravate. Oui, et là aussi, même sans aucune substance, une cravate peut suffire. Oui. Si on est face à quelqu'un qui a vraiment une cravate très moche, on peut s'hypnotiser dans la cravate. Sauf que là, vous le mettez en quelques phrases, même pas phrases, une phrase, en quelques mots, et que ça arrive et que c'est bourré d'humour finalement, c'est truffé d'humour. Il y en a des tonnes, hein, je pense. Mais en même temps, ça me fait très plaisir que ce soit drôle, mais en même temps, on peut prendre ça très au sérieux parce que je vous assure qu'on peut vivre l'expérience de l'enfer par la contemplation d'une cravate dans un métro. Ah oui. Oui. Et c'est une expérience qu'il faut avoir vécue. Regarder une cravate dans un métro. Oui, puis bon, l'enfer, c'est quand même... On a beaucoup... Là aussi, c'est un sujet très littéraire, l'enfer, Dante, mais tous les auteurs du Moyen-Âge qui nous ont dit, mais vous savez, c'est une éternité de supplice, il faut bien vous dire ça et ça vous attend. Je ne sais pas si l'enfer nous attend, je n'ai aucune théorie là-dessus, mais c'est une idée intéressante à explorer, s'enfermer dans une éternité de supplice. Et après ça, pourquoi ne pas décider que l'éternité de supplice serait autour du cou du type d'en face?